En ce moment, nous assistons peut-être au plus grand marché émergent que le monde ait jamais connu. Une occasion unique pour notre génération de devenir riche. L'opportunité d'investir dans les crypto-monnaies peut être un véritable game changer dans votre vie, et même avec seulement quelques centaines d'euros. Ça n'a rien de compliqué une fois que l'on maîtrise les bases. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, 99% des gens n'y prêtent pas attention. Mais pour les 1% qui s'y intéressent, y compris vous qui êtes sur cette vidéo, de très jolis gains sont possibles. Notre série est justement là pour vous donner les bases essentielles et on a déjà sorti 2 vidéos, on vous les conseille en amont. Dans celle-ci, on va aborder les tokenomics, le market cap et le wallet. 3 mots barbares qui n'auront plus de secret pour vous. Le but de l'apprentissage va être de filtrer les différents projets, comme par exemple un orpailleur qui va vérifier la teneur en or d'une rivière. Je vais vous donner une panoplie d'outils pour dénicher des pépites, mais restez avec nous pour comprendre aussi leurs limites. Et une fois qu'on saura comment passer une crypto au tamis, on apprendra ensuite à les mettre en sécurité. Vous êtes bien sur le Crypto Daily, je suis Benjamin pour vous servir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. YouTube n'affiche pas toujours les vidéos sur les pages. Fin de l'intro, let's go, ça commence tout de suite. On va commencer par analyser une crypto par la tokenomique. Alors, analyser une crypto avant d'investir dedans est une étape cruciale. Sinon, ça revient tout simplement à acheter une maison sans même l'avoir visitée. Vous ne savez pas si elle est en zone inondable, s'il y a des travaux à faire ou plein d'autres choses. Maintenant, savoir comment l'analyser est une chose différente. Ici, on va mettre de côté l'aspect émotionnel pour mettre en avant le côté rationnel. La plupart du temps, on se concentre sur l'équipe derrière le projet. Est-ce que les dirigeants sont sérieux? Quel est leur CV et leur background? Leur roadmap est aussi un indicateur. Quelle est l'ambition du projet à l'avenir? Mais on oublie bien souvent le principal, la tokenomique. Et derrière ce mot s'en cachent 2 autres. D'un côté, on a le token et de l'autre côté, économique. L'économie. Vous avez compris, on va parler de l'économie des tokens. En fait, vous pouvez voir ça un peu comme un ensemble de règles dont le but est d'encadrer la vie d'un jeton. Bien souvent, ces lois, elles sont définies avant le lancement d'un projet. On les retrouve dans ce qu'on appelle le white paper. En français, le livre blanc d'une crypto est en fait un document qui explique en détail son fonctionnement, un peu comme un manuel d'utilisation d'une machine à laver. D'ailleurs, rares sont ceux qui prennent le temps de le lire. Et pourtant, c'est dommage parce qu'on apprend plein de choses essentielles. On va par exemple pouvoir comprendre le mécanisme d'émission du token, comment est-ce que le token va vivre dans le temps, le token est-il inflationniste ou déflationniste, et ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre bien ça? Eh bien déjà, parce que pour n'importe quel actif, son prix résulte d'un équilibre entre l'offre et la demande. Pour les cryptos, c'est la même chose. Tout simplement, si la demande d'un jeton dépasse son offre disponible, le prix, il va monter. Et quand le prix du Bitcoin augmente, c'est tout simplement parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est logique. Les tokenomiques donnent des indications précieuses sur ce mécanisme, d'où l'importance de ne pas passer à côté. Une chose à avoir en tête, en fait, c'est qu'elles peuvent être inscrites dans le marbre, et dans ce cas-là, impossible de changer. Mais la plupart du temps, on peut les modifier. Un consensus de la communauté est nécessaire pour aboutir à un changement. Prenons l'exemple toujours du Bitcoin. L'offre totale est limitée à 21 millions d'unités. Pourtant, et je dis bien théoriquement, rien n'empêche de changer cette limitation et de la mettre à 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards. Mais ce serait très difficile parce qu'il faudrait mettre d'accord une majorité de nœuds et de validateurs du réseau Bitcoin qui vont penser à leurs intérêts et qui vont se dire « mais attends, nous on a nos Bitcoins, ils valent de l'argent, si on en crée de nouveaux, et nos Bitcoins vont tout simplement, offre et demande, perdre de l'argent. » Aucun intérêt et ça n'arrivera probablement jamais. Lorsqu'une modification des règles a lieu, c'est pour améliorer le protocole, sinon tout simplement personne n'est d'accord. Alors maintenant que l'on sait tout ça, on va rentrer dans le détail. On va regarder les critères importants à prendre en compte. Alors, quels critères regarder? Hop, je vous prends une petite seconde, c'est le moment de vous parler du sponsor de cette vidéo, Bitvavo. Alors Bitvavo est la plateforme européenne incontournable pour investir en crypto. Avec ces 2 interfaces, elle s'adresse à tous, que vous soyez un investisseur expérimenté ou tout simplement que vous débutiez dans cet écosystème. La plateforme propose un service performant, sécurisé et avec des frais parmi les plus bas du marché. Avec seulement 0,05% de frais sur les paires en USDC, Bitvavo se positionne comme l'une des plateformes les plus abordables de l'écosystème. À chaque transaction, vous bénéficiez d'ailleurs de frais minimaux et aussi transparents pour optimiser votre portefeuille sans avoir à vous soucier des coûts. Mais ce n'est pas tout parce que Bitvavo propose déjà près de 340 crypto-monnaies et en ajoute toutes les semaines. Que vous soyez intéressé par les valeurs sûres
comme par exemple le Bitcoin ou Ethereum, ou par des projets récents et un peu innovants, Bitvavo va vous permettre de diversifier votre portefeuille au maximum en fonction de vos objectifs. Et côté sécurité, Bitvavo ne lésine pas sur les moyens. La plateforme est enregistrée comme SAN, donc elle respecte les standards européens en matière de régulation et de sécurité. Et ce cadre va garantir un environnement de trading conforme aux exigences légales. Et pour que vous investissiez en toute sérénité, Bitvavo propose aussi une garantie de 100 000 € sur vos actifs en cas d'accès non autorisé à votre compte, vous permettant de trader en toute tranquillité. Alors, si vous recherchez une plateforme avec des frais réduits et une sécurité maximale pour investir en crypto, Bitvavo pourrait bien être la solution qu'il vous faut. Et d'ailleurs, c'est top parce que dans le cadre de cette vidéo, Bitvavo vous propose une offre de bienvenue. C'est 20 € offerts à tous ceux qui vont s'inscrire sur la plateforme, ainsi que vos premiers 10 000 € de trading gratuits, sans frais, tout simplement. Pour en profiter, vous devez passer par notre lien affilié qui est dans la description. Et merci parce que ça nous aide aussi à pouvoir continuer de vous proposer du contenu dans ce style. Allez, let's go, on retourne à la vidéo. On va commencer avec les métriques qui mesurent la quantité de tokens, autrement dit l'offre. On appelle ça la supply. Alors, je vous préviens, je pense que vous le savez déjà, mais en crypto, on adore la langue de Shakespeare. Ne vous offusquez pas si j'emploie des termes anglophones à tout bout de champ. Allez, on va rester dans le concret. Pour ça, je vais prendre l'exemple d'Avax, de l'écosystème Avalanche. C'est un choix complètement au hasard, n'y voyez, s'il vous plaît, aucun conseil en investissement. Alors, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, on a plusieurs données. On a la max supply qui correspond à l'offre totale de jetons qui seront en circulation. Par exemple, pour Avax, il n'y aura jamais plus de 715,15 millions d'Avax, un peu comme les 21 millions avec Bitcoin. Mais attention, parce que toutes les crypto-monnaies n'ont pas de limitation. Je pense notamment à Solana, par exemple. En fait, ça va dépendre du protocole et de son but. Ensuite, on a ce qu'on appelle la total supply. Donc en fait, c'est l'offre totale moins tout ce qui a été retiré de la circulation, tout ce qui a été brûlé. On verra ça un peu plus tard avec le mécanisme de burn notamment. Alors sur le maximum d'Avax dispo, entre ceux déjà créés et ceux qui ont disparu, le total est de 447,48 millions. Et enfin, on a ce qu'on appelle la circulating supply. C'est sûrement la donnée la plus intéressante des trois. En fait, elle va correspondre à l'offre totale réellement disponible à un instant T. Combien d'Avax sont disponibles sur le marché pour vous et moi? On peut parler de fractions de la total supply disponible à un moment précis. Ici, on va exclure les tokens stackés et ceux détenus par les protocoles ou les fondateurs du projet. Et si on revient à la capture d'écran, on a 409,14 millions d'Avax et en fait, c'est l'offre que peut s'échanger le grand public. Et cela nous amène donc à parler des deux dernières métriques, la market cap et la fully diluted market cap, FDV. Le market cap représente la capitalisation de marché d'une crypto-monnaie. C'est en fait l'équivalent de la masse monétaire utilisable dans un écosystème à l'instant T. Pour l'obtenir, on va multiplier la circulating supply par le prix du token. Que vaut l'écosystème Avalanche en reprenant notre exemple? On va multiplier 409,14 millions de dollars par 43,24 $ et on tombe bien sur un market cap de 17,69 millions de dollars. Attention, c'est des données qui sont prises au moment où je tourne cette vidéo, probablement que quand vous la verrez, les prix auront augmenté, je l'espère, ou peut-être baissé. Mais en tout cas, voilà, vous avez la manière dont on fait ce calcul. C'est de cette manière et avec cette donnée qu'on va classer les cryptos. La première étant Bitcoin, avec un market cap avoisinant les 2 trilliards de dollars. Ensuite, on a Ethereum, 400 milliards, et ainsi de suite. La market cap, elle va influencer aussi la volatilité d'un jeton. Un token avec une faible capitalisation est plus sensible aux fluctuations. Peu d'ordres suffisent à faire varier son prix, et les gros investisseurs peuvent manipuler assez facilement ces marchés, avec quelques dizaines, centaines, peut-être millions de dollars. A l'inverse, un token à forte capitalisation est généralement beaucoup plus stable. Vous remarquerez par exemple que lorsque le BTC baisse de 5%, les plus petites market cap baissent plus fortement. Moins 10, moins 15, moins 20, moins 30, etc. Un market cap élevé est aussi plus liquide. Si quelqu'un a besoin de vendre 1 million de dollars d'un coup, le marché en fait, va tout simplement manger son ordre sans problème. Cependant, une grande capitalisation ne garantit pas l'absence de volatilité, surtout en crypto. Par exemple, avec ses 17 milliards de dollars, Avax se place en 12e position. Donc c'est la 12e crypto la plus capitalisée. Et plus on va loin dans le classement, plus le market cap sera petit. Concernant la FDV, c'est à peu près la même chose, mais sous une forme en fait de projection. Elle correspond à la masse monétaire maximale d'un écosystème. Si tous les tokens étaient disponibles, combien vaudrait le market cap au prix actuel? On va donc multiplier la max supply avec le prix du jeton. La FDV est donc logiquement plus élevée
que la market cap et elle donne la valorisation potentielle maximale d'un projet. Par exemple, dans le cas d'Avax, on va multiplier 715,75 millions par 43,24. On retombe bien donc sur nos pattes avec une FDV à 30,95 milliards. Et si tous les jetons Avax étaient dispo, le market cap serait donc de 30,95 milliards à l'instant T aujourd'hui. Une FDV élevée par rapport au market cap actuel peut indiquer une future dilution et c'est donc une pression de vente possible à l'avenir. Je prends un exemple aussi tout bête pour faire simple. Imaginons une boîte de 100 bonbons, mais seulement 10 sont disponibles pour être mangés maintenant. Et bien en fait, ces 10 bonbons valent 1 dollar chacun. La valeur totale des bonbons, donc le market cap, est de 10 dollars. Mais attention, parce que si on vous dit qu'un jour, les 90 autres bonbons seront aussi mis dans la boîte, et si tout le monde essaye de vendre ces bonbons à ce moment-là, et ben leur prix pourrait baisser. Il y aura en fait beaucoup de bonbons disponibles, mais pas forcément plus de gens pour les acheter. C'est ce qu'on va appeler une future dilution. Il y aura plus de bonbons, donc peut-être moins de valeur pour chaque bonbon. On peut alors comparer la FDV à celle d'autres projets similaires pour notamment juger de sa pertinence. Une FDV disproportionnée par rapport au cas d'usage peut signaler une valorisation excessive. Tout ça, ça fait beaucoup de chiffres et de mots compliqués. Je vous l'accorde. Le principal, c'est de se familiariser avec ces métriques. On les regarde dans leur ensemble pour aiguiser son regard et trouver les futures pépites. Et aussi bien comprendre que ces critères nous parlent de l'offre d'un jeton, c'est essentiel. Tout ce qui augmente l'offre ralentit le prix. Et à l'inverse, tout ce qui raréfie l'offre, ça booste le prix. Nous sommes toujours dans notre équilibre d'offre et de demande. En fait, ce qui va être intéressant de comprendre maintenant, c'est l'évolution dans le temps des critères que nous avons vus. La plupart des tokens sont émis progressivement jusqu'à atteindre leur max supply. Top, tap, 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 petit à petit. On va prendre par exemple le Bitcoin. De nouveaux jetons sont créés toutes les 10 minutes. Il y a donc une inflation de la supply. Le Bitcoin est inflationniste. Il y a plus de Bitcoin aujourd'hui qu'il n'y en avait hier et moins qu'il y en aura demain. Mais alors, pourquoi le prix augmente-t-il sur le long terme dans ce cas-là? Et bien en fait, tout simplement, d'une part, l'inflation de la supply est divisée par 2 tous les 4 ans. C'est le fameux halving. D'autre part, la demande est plus forte que l'offre. La demande évolue plus rapidement, ce qui pousse en fait les prix vers le haut, tout simplement. Mais beaucoup de crypto-monnaies ont des taux d'inflation beaucoup trop élevés. Même par exemple, une forte demande ne suffit pas. Par exemple, lorsque vous êtes sur un exchange comme Bitvavo, vous voyez des offres de staking. Des rendements sont proposés, certains plus élevés que d'autres. Et bien souvent, un rendement démesuré se combine avec une inflation encore plus grande du token. Dans ce cas, en fait, le protocole, il va diluer l'offre. C'est comme si vous aviez 1000 actions Tesla disponibles à 100 € chacune. Vous en rajoutez 1000 autres sur le marché, et les 1000 premières ne valent plus que 50 €. Tout simplement la capitalisation qui reste stable, mais vu que le nombre de tokens augmente, en fait le prix va diminuer. Le jeton Cake de PancakeSwap par exemple est un très bon exemple. À certains moments, on pouvait obtenir jusqu'à 60% de rendement annuel en stackant des cakes, mais c'était sans compter l'inflation de 66% du nombre de tokens. Alors, PancakeSwap, c'est une application décentralisée qui a été largement utilisée et qui l'est d'ailleurs encore aujourd'hui. Et pourtant, son jeton est en baisse de près de 93% depuis son dernier sommet historique. A l'inverse, on a aussi différents mécanismes de déflation. Ils réduisent la quantité de tokens et donc l'offre globale, de quoi influencer favorablement le prix à long terme. Alors oui, sur une échelle de long terme, si vous retirez de l'offre disponible, vous introduisez une tension sur le prix. C'est réel. On retrouve à ce moment-là 2 mécanismes majeurs. On a le burn et le buyback. Dans les 2 cas, on va retirer des jetons de la circulating supply. Ces techniques, en fait, elles servent à 2 choses. Soit elles limitent l'inflation, soit elles réduisent carrément l'offre totale. Alors, cas numéro 1, on parle de jetons désinflationnistes. Cas numéro 2, on parle de jetons déflationniste. Je vais reprendre mon exemple, mais lorsqu'on utilise l'écosystème Avalanche, on paye des frais en token AVAX. Et contrairement à d'autres protocoles qui vont redistribuer ces frais aux validateurs du réseau, Avalanche va les brûler. Conclusion, AVAX est un token désinflationniste. Tous les tokens ne sont pas encore émis, mais ils possèdent des mécanismes pour réduire l'inflation de son offre. Maintenant, prenons l'exemple du BNB, de la Binance Smart Chain. En fait, il a le même genre de mécanisme avec un burn, sauf que tous les tokens ont déjà été minés. Il est donc tout simplement déflationniste. Un dernier paramètre joue sur la quantité de tokens en circulation, du moins de façon temporaire. On appelle ça le vesting. Alors, ça concerne tous les tokens de l'équipe fondatrice, des investisseurs privés ou institutionnels lors par exemple de levée de fonds. Ces jetons, ils sont normalement assortis d'une période de blocage.
Le but est en fait d'éviter que les tout premiers investisseurs les vendent directement lors du listing sur les exchanges. On retrouve alors un calendrier de déblocage, mais en fait ça ne fait que décaler le problème dans le temps. Une fois débloqués, les investisseurs vont en fait engranger leurs gains. Le vesting est donc en fait un espèce de frein qui va créer une courte période d'inflation massive. Pour les nouveaux projets en lancement, c'est mieux d'en tenir compte. Encore une fois, vous retrouverez ça toujours dans le white paper ou dans la documentation en question autour d'un projet. Alors, on vient de voir pas mal de choses sur les tokenomics. En fait, ça se rapproche de l'analyse fondamentale. Pensez au marché action. Avant d'investir sur une entreprise, on va regarder ses bénéfices. Est-ce qu'une dilution des actions est prévue? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un rachat d'actions tous les ans? Comment est-ce qu'elle gère ses stocks? Sur quel marché peut-elle se développer? Etc. L'étude de la tokenomics rentre en fait dans ce cadre. Mais il faut mettre des nuances. La pertinence d'un protocole n'est pas forcément en lien avec la pertinence de ses tokenomics. Et inversement. De bonnes tokenomics ne garantissent pas forcément la performance d'un jeton. Il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Même si, bien entendu, c'est toujours mieux que le protocole en possède de bonnes. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de sujet. Tout dépend de votre horizon d'investissement. Par exemple, pour du long terme, c'est recommandé d'investir sur un projet avec de bonnes tokenomics. Et si l'inflation d'un jeton est de 60% et qu'il n'y a pas de max supply sur du long terme, le prix, en fait, il va forcément tendre vers zéro. C'est tout simplement mathématique. Maintenant, sur du court terme, ça peut faire sens d'investir sur un protocole avec des tokenomics éclatés au sol. Et je vous vois venir, on va parler bien entendu du marché des meme coins en ce moment qui est en train de tout exploser. Et bien dans ce cas, on est là pour faire des profits. On n'investit pas dans un projet dans lequel on croit sur la durée. On joue tout simplement au casino dans la cour de l'émotionnel et non du rationnel. Et c'est important de savoir ce que l'on fait pour jongler avec tout ça. J'en profite de parler de memecoin, on a fait une vidéo sur les memecoins qu'on vous met là. Je pense qu'elle vous servira pour ce cycle qui a l'air quand même d'être assez axé sur les memecoins. Pour résumer, on met les tokenomics dans sa boîte à outils d'analyse, c'est essentiel. Mais on ne jure pas par l'économie d'un token pour investir. Maintenant, on va parler des outils et sites pour trouver des informations. Où est-ce qu'on peut trouver les données comme la supply et tout ce qu'on a vu? Et bien alors, si on veut bien faire ses devoirs, l'information la plus fiable se trouve toujours dans le white paper ou la documentation du projet. Vous avez aussi des agrégateurs de données bien pratiques. Je vais penser notamment à CoinMarketCap ou CoinGecko ou encore les français Hawk Research. En fait, ce sont des sites internet accessibles gratuitement. Leur prise en main est intuitive. Vous tapez le nom de la crypto qui vous intéresse dans la barre de recherche et ensuite, tout simplement, vous avez un ensemble d'informations sur le token en question. En fait, elles sont mises à jour en temps réel, max supply, FDV, circulating supply, etc. Ça regroupe tout ça. Moi personnellement, j'utilise CoinMarketCap qui est dans mes favoris depuis de longues années déjà. Et en fait, en un coup d'œil, on a déjà un tableau de bord des infos essentielles. Vous avez le lien tout de suite en description. Alors, une fois sur une crypto, l'encart tokenomique se trouve en haut à gauche. On peut même cliquer pour retrouver directement le white paper. N'hésitez pas à vous balader dans les différents onglets. C'est une habitude à prendre, c'est une mine d'informations, vous avez tout là-dedans. Vous pouvez aussi mettre coinmarketcap.com dans votre boîte à outils d'analyse, je vous le conseille fortement. Maintenant, on va parler des wallets, sécuriser ces crypto-monnaies. Vous voilà fin prêt pour analyser en profondeur un projet et trouver de futures pépites d'or. Maintenant, comment les mettre en sécurité? Malheureusement, en crypto, on entend trop souvent parler de piratage et de vol. Et qu'on se le dise, on n'investit pas pour se faire voler. Alors, le côté numérique peut rendre la chose un peu moins palpable, c'est vrai. Mais c'est comme pour les euros du quotidien, vous avez différents moyens de stocker vos pièces et vos billets. Chez vous, dans un coffre par exemple, en liquide dans votre poche ou sur votre carte bancaire à la banque. Et bien en crypto, c'est la même chose. Le terme wallet va désigner le portefeuille et il y en a différents types. Chacun correspond à une utilisation. Si vous avez un lingot dans votre maison, et ben vous n'allez pas le mettre en décoration en plein milieu du salon. Il va être probablement sécurisé dans un coffre-fort caché derrière le tableau de votre bureau. Et bien c'est la même chose en crypto. Pour un gros montant de crypto, le cold wallet est la meilleure option. En langue de Molière, et ben en fait on va parler d'un portefeuille froid. Tout simplement parce qu'ils sont déconnectés d'Internet, d'où le côté sécurisé et inviolable. La plupart du temps, en fait, ils peuvent se présenter sous forme de clé USB, de petits téléphones par exemple, comme on peut le voir ici. On a aussi des cartes, des bagues. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur les wallets Tangem, je vous invite à aller regarder si vous voulez en savoir plus. Dans tous les cas, en fait, il s'agit d'un dispositif physique. Il est indispensable pour signer les transactions et interagir avec la blockchain. Et plein de marques sont sur le marché. On a la licorne française Ledger, qui est pionnière dans leur conception, que vous pouvez voir ici.
Ledger qui aujourd'hui, qu'on se le dise, est considéré comme le cold wallet le plus sécurisé de tous. Mais bien entendu, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme dirait l'oncle Ben, vous avez la ref. Et lorsqu'on conserve 1 kilo d'or chez soi, on essaye de rester discret. On se sécurise au maximum, quitte à avoir la clé du coffre dans un autre endroit géographique, et ainsi de suite. Et à l'inverse, on va retrouver aussi les hot wallets, qui sont eux connectés à Internet pour le coup. En fait, du fait de cette connexion, ils sont plus sensibles au piratage. Et en contrepartie, vous allez pouvoir interagir avec la blockchain de manière beaucoup plus fluide. En fait, en quelques clics et depuis un smartphone par exemple, vous allez pouvoir apporter de la liquidité sur un protocole DeFi par exemple. Pas besoin de manipuler une petite clé, la brancher, etc. pour confirmer des transactions. Bien entendu, on ne place pas toutes ces économies dessus. Seulement les fonds dont on a besoin pour des applications décentralisées. On a MetaMask ou Rabby qui sont de très bonnes options de hot wallet. Par exemple, moi je sais que toutes les semaines je reçois des rentes parce que je suis sur différents protocoles DeFi qui tombent directement sur Rabby. Et dès que la somme devient un peu trop importante, je la transfère sur un cold wallet. Alors que ce soit avec un wallet chaud ou froid, vous êtes le responsable de votre crypto. Alors dit autrement, vous êtes votre propre banque. Certains sont dans la crypto justement pour cet aspect, mais ça pourrait faire peur à d'autres. En fait, il y a plein de gens qui préfèrent laisser leur argent à la banque, ils se sentent plus tranquilles comme ça, et c'est totalement respectable. Même chose en crypto, on peut faire le choix de laisser ses fonds sur des exchanges, comme par exemple Bitvavo. La plateforme est dans ce cas responsable de votre argent, et vous avez moins de responsabilités. Pour autant, lisez bien les conditions d'utilisation finale. Si l'exchange se fait pirater, vos fonds partent avec les voleurs. Avantage de Bitvavo, qu'on remercie d'ailleurs de sponsoriser cette vidéo, tout simplement vous êtes assuré jusqu'à un certain montant sur vos cryptos, et c'est régulé en France. Au moins c'est du sérieux, parce que vous allez voir énormément d'exchanges qui ne sont tout simplement pas en France et qui peuvent être dans des régulations où c'est un peu plus facile d'ouvrir un exchange et un peu moins sécurisé. Le wallet d'exchange va aussi être un bon moyen d'interagir avec des applications d'une plateforme. Par exemple, pour profiter des offres de staking de Bitvavo, on va laisser son argent directement dessus. Le but est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je vous recommande même d'avoir plusieurs wallets de plusieurs types, comme vous avez pu le voir. C'est mon cas, et ça va vous permettre en fait de jongler en fonction de ses besoins. Un Ledger ou un Tangem en cold wallet, un MetaMask, un Rabby en hot wallet, une plateforme comme Bitvavo, et vous êtes au top. En tout cas, vous retrouverez en description tous les liens utiles. C'est d'ailleurs important d'aller sur les bons sites. Par exemple, certains hackers copient les pages d'accueil à l'identique. Il y a seulement quelques caractères dans l'adresse qui vont changer. Donc passez par nos liens pour plus de sécurité, et aussi pour nous aider. On vient de faire un apprentissage avec les mains dans le cambouis. Bravo à tous ceux qui sont arrivés jusque-là, vous méritez un diplôme. Le meilleur moyen de s'entraîner avec les tokenomics, les market cap, la supply, c'est en fait d'analyser un tas de crypto. Plus vous allez en faire, plus ça va devenir automatique. Et même chose avec les white papers. Une fois que ça deviendra votre lecture du dimanche soir, vous allez être imbattable. Il faut que ça devienne en fait un réflexe. De quoi éviter les projets scammer. Et à partir d'un certain moment, et en quelques coups d'œil sur CoinMarketCap, vous saurez si ça vaut le coup ou non. En tout cas, on espère que cette vidéo vous sera utile. Partagez-la autour de vous si vous avez aussi des gens qui vous posent des questions, comment investir, je ne sais pas quoi regarder, etc. Mettez-nous un petit like pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On a du très gros qui sort début 2025. C'était Benjamin pour le Crypto Daily, et moi je vous dis à très vite.